pré- et post-opératoire. C'est pour ça que j'ai marqué de nos souhaits à la réalité, vous verrez. Parce que c'est vrai que quand on veut évaluer des résultats post-opératoires, c'est bien, mais il faut savoir si on les avait évalués déjà en préopératoire, parce que si on a des examens post-opératoires et pas préopératoires, on n'aura pas de variable, d'une part. Et il faut savoir aussi ce qu'on va mesurer. Est-ce qu'on va mesurer du son? Est-ce qu'on va mesurer de la vibration? Comment est-ce qu'on va mesurer de l'anatomie? Et on a tous entendu des choses des gens avec qui on travaille. J'ai mesuré quelque chose que je n'avais pas entendu, ou j'ai entendu des choses et puis je n'arrive pas à les mesurer régulièrement avec une mesure instrumentale, ou même on a tous ouvert la bouche de ses enfants à trouver des voiles, on se dit oh là là il est super court, puis finalement il marche très bien, ou à la fois tiens ce voile il me plaît bien, et puis en fait dès qu'il parle il s'en sert pas correctement. Donc comment est-ce qu'on va explorer ça? Et on peut pas le faire qu'à l'oreille, c'est clair. Pourquoi ça passe pas, monsieur le... Voilà. Je rappellerai juste, un peu iconoclaste, mais qu'il faut savoir aussi ce qu'on traite et quels sont les objectifs de nos traitements. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces enfants qui ont une fente, ils parlent bien, ils aillent à l'école, ils peuvent parler avec leurs petits copains, qu'ils aient une vie socio-professionnelle développée, en clair, qu'ils soient entendus et écoutés par des gens qui ne sont pas du tout des professionnels de la voix. Donc il y a un moment, il faut aussi savoir exactement où est-ce qu'on va être jusqu'au boutiste dans nos explorations instrumentales. Alors, en fait, j'ai fait un petit peu ce topo parce que j'ai été échaudée dans ma série à 2 reprises. La première, c'est que quand on est passé au Summerland, on s'est dit, au bout de quelques années, c'est bien, on va essayer d'évaluer nos résultats. On a pris les 30 premiers dossiers et puis on s'est dit, si on veut objectivement faire une étude cas témoin, c'était un peu compliqué de voir, de les comparer avec des enfants qui venaient à l'hôpital ou à la clinique pour d'autres pathologies parce qu'ils avaient peut-être un biais de sélection là-dedans. On va les comparer à une classe de maternelle et puis en fait, dans la classe de maternelle, il y avait 30% des gamins qui allaient chez l'orthophoniste parce qu'ils osotent, ils chuchotent, etc. Donc il y avait un gros biais là-dedans, même si on avait l'impression qu'on a quand même bien amélioré nos enfants en changeant de technique de véloplastie primaire. La deuxième étude qu'on a voulu faire, c'était pour le DU l'année dernière. On a voulu reprendre, pareil, 30 dossiers d'orticochea. Et donc, j'avais dit à Virginie, tu vas venir et puis on va comparer les explorations pré- et post-opératoires. On va voir si on les a aidés. Alors, on a à chaque fois notre bilan orthophonique et l'enregistrement. En revanche, on a quelques nasofibros préopératoires, pas tout à fait les mêmes en les post-op. Certains ont les EVA, d'autres pas. Certains ont l'aérophonoscope, d'autres pas. Et on se rend compte que c'est difficile d'être super rigoureux comme on espérait l'être pour bien avoir les bons examens à comparer préopératoire et post-opératoire. Alors, ce qui me rassure, voilà, c'est que Jeffrey Marsh, qu'on avait vu et dont j'ai repris le papier, dit à peu près la même chose. C'est que c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint l'objectif dont on a parlé tout à l'heure, qui était social, et que ces enfants, finalement, après les pharyngoplasties, ils sont contents du résultat, c'est un peu dur de courir derrière pour refaire nos explorations instrumentales et avoir un dossier qui tienne la route scientifiquement. Mais ce serait quand même mieux. Alors, pourquoi proposer ces instrumentations instrumentales? On l'a dit, c'est que finalement, c'est peut-être pas pour dépister une fuite qu'on n'entend pas, parce que si on n'entend rien, on a respecté nos objectifs, que ces enfants parlent bien et une intégration sociale claire. Donc l'idée, à mon avis, c'est d'objectiver la fuite vélaire, d'en faire l'anatomie, de voir ses conséquences fonctionnelles, et on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, on va peut-être le développer, donner un traitement adapté et peut-être choisir notre technique chirurgicale secondaire en fonction du résultat de ces examens-là. C'est vrai que la fiabilité de l'analyse de l'oreille, on sait qu'elle est sujette à caution parce qu'on a pas mal parlé à la dernière FFF des problèmes de classification. C'est vrai qu'en France, on est Borel-Mézoni. Si on veut comparer nos résultats avec les anglo-saxons, c'est compliqué. On n'a pas la même langue. Donc, d'une langue à l'autre, forcément, nos bilans ne sont pas les mêmes. On a des variations de temps aussi chez le même enfant parce qu'il peut être enrhumé, fin de journée, fatigué, on ne sait pas toujours. Et puis inter-observateurs, si on veut faire une étude fiable aussi, plusieurs observateurs peuvent ne pas évaluer à l'oreille la phonation d'un même enfant avec la même cotation. D'où l'intérêt d'avoir un arsenal d'examens et d'exploration instrumentale à côté de notre évaluation qualitative de l'orthophoniste. Donc je vous ai mis Borel-Mézoni avec des petits points de suspension. Ce qui nous paraît très important, nous, c'est de les enregistrer à chaque consultation pluridisciplinaire parce que ça va permettre de comparer ces enregistrements d'une année à l'autre ou de 6 mois à l'autre, et puis surtout en pré- et en post-opératoire secondaire, et puis d'avoir un certain nombre d'examens qui seront à la fois quantitatifs et anatomiques. Je les détaillerai un petit peu après parce qu'on est glissé petit à petit de l'EVA à l'aérophonoscope. Et puis savoir quels sont les examens anatomiques qu'on va pouvoir proposer et quels sont les renseignements qu'ils vont nous donner à la fois sur le statut de l'enfant et sur la chirurgie secondaire qu'on peut faire.
Donc actuellement, dans notre consultation, ils ont tous la cotation chez l'orthophoniste, de notre orthophoniste et ses enregistrements. Et puis, depuis de façon récente, c'est pour ça que je vous le détaillerai un petit peu, on est assez content d'avoir l'aérophonoscope. Je vous ai mis quantitatif entre guillemets, parce que si c'est vendu pour être du quantitatif, en fait, je pense que c'est plus du qualitatif que du quantitatif. Et puis, quand il y a une insuffisance vélaire clinique, donc dépistée à la première consultation pluridisciplinaire, on prescrit une rééducation chez l'orthophoniste de ville et on les revoit soit à 6 mois, soit à 1 an, en fonction de la gravité de ce qu'on a dépisté au départ. À ce moment-là, s'il y a une insuffisance vélaire qui persiste, ils ont une consultation chez le phoniatre qui va faire une EVA et une nasofibroscopie systématique. Et puis, on peut le revoir éventuellement avec l'aérophonoscope. Depuis on en reparlera un peu après, depuis la publication de Marc Mitrofanov, on avait fait quelques essais d'IRM fonctionnel qui seront à discuter, à mon avis, après. Alors, un petit mot sur l'aérophonoscope, qui est effectivement un peu notre nouveau jouet. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que donc on a les courbes donc de captation, narine droite, narine gauche, nez complet, bouche, et puis il y a un capteur laryngé qui permet d'enregistrer le son, avec un petit karaoké qui passe dessous, que vous pouvez, je ne fais pas de la pub, je ne touche rien de chez Aérophonoscope, mais que vous pouvez paramétrer pour faire dire les phrases que vous voulez. L'intérêt que je vois, c'est qu'on va pouvoir distinguer la fuite buccale ou nasale. Je suis désolée, là on ne voit pas les courbes du haut, mais il y a des courbes effectivement en haut. Et puis, surtout, l'enfant se voit souffler, et en particulier, surtout sur les fentes unilatérales, où vous pouvez avoir des déviations de cloison, c'est pas quantitatif, mais là aussi, vous pouvez voir qu'il y a une narine qui respire moins bien que l'autre, c'est un intérêt. Il faut quand même se méfier parce que l'aérophonoscope, il marche par mesure du refroidissement de la sonde qui est dans le micro, et donc si l'enfant souffle, que l'enfant souffle ou inspire, c'est dépisté comme un flux à cet endroit-là. Donc il faut bien avoir l'oreille, parce que s'il respire par le nez au moment où il parle, vous avez l'impression qu'il y a une rhinolalie, alors que en fait, c'est juste une inspiration. Le gros intérêt aussi de l'aérophonoscope, c'est que ça permet de les prendre en rééducation de façon assez ludique. Donc, on fait monter l'avion pour bien respirer par la bouche et que ça sorte pas bien parler par la bouche et que ça sorte pas par le nez. Les petits compteurs, effectivement aussi nez-bouche, sont intéressants pour qu'au moment où il fait sa production de parole, il puisse voir et générer le mouvement des petites aiguilles ou faire rire ou pleurer le clown. Et c'est vrai que les enfants adorent ça. Et c'est moins traumatisant, en tout cas dans nos mains, que le VA, dont on parlera après. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est plus qualitatif que quantitatif, parce qu'on a beau nous donner des pourcentages, dans la mesure où il n'y a pas de sonde au niveau des fosses nasales et qu'il y a une fuite sur les côtés, en fait, ce pourcentage n'est que proportionnel nez-bouche, en fait, mais ne peut pas être utilisé en tant que valeur absolue. L'intérêt, je trouve, c'est qu'à l'oreille, de temps en temps, on a une rhinolalie et qu'on ne sait pas bien si c'est ouvert ou fermé, et que là, on va vérifier exactement si ça passe au niveau du nez. Par contre, ça n'est pas un micro, donc on n'a pas d'enregistrement de la voix comme on a sur l'EVA, et des fois, ça peut manquer. Par rapport à l'EVA, donc, qui était l'antériorité, on va dire, qui donnait, en fait, qui corrélait un débit d'air nasal et oral avec le signal de parole qui était au-dessus, donc un signal oral sur les courbes en haut, et sur les courbes du bas, donc la courbe verte c'est le nez, la courbe bleue c'est la bouche, elles sont faites chacune dans un sens pour ne pas se télescoper. Là aussi il faut faire un petit peu attention parce que selon les qualités de micro, je ne suis pas phoniatre mais on m'a appris qu'il peut y avoir des difficultés d'interprétation. Et il y a aussi une difficulté, c'est que là, pour le coup, on a un embout buccal, il va souffler dedans et parler dedans, et les embouts nasaux rentrent au niveau des narines. Donc déjà, ça, c'est pas toujours bien facile à gérer chez des tout-petits qui sont pas très compliants. Et puis, si on met des embouts un peu gros, on va hypertrophier un peu la fuite. Et si on met des embouts trop petits, on va être faussement rassuré. Donc là aussi, il y a quand même des variables à ajuster. Enfin, quand même, l'intérêt pour moi, c'est qu'on va avoir des comparaisons pré- et post-opératoires. On a fait une pharyngoplastie, on passe d'une fuite de 18% qui est là plus valable comme analyse quantitative à 3%. Donc, on peut penser qu'on on a objectivement amélioré, même si à l'oreille, on le savait, mais qu'on a un signe objectif d'amélioration post-opératoire. Alors, en fait, il y a aussi des nasofibroscopies chez nous, mais c'est le phoniatre donc, qui le fait. Moi, ça m'intéresse bien sur le plan anatomique. Voilà, on y est.
Bravo Mehdi. Alors, très bien Mehdi. Est-ce que tu peux dire, mon grand, papa est à la pêche? Alors, dis papa est à la pêche. Très bien. Je bois la tasse de thé. Et maintenant, on va dire une dernière chose. C'est pas vrai, hein. Maman n'est pas bien grande. Tu peux redire papa est à la pêche? Attention, je l'enlève. Ouais, donc là, on voit que ce voile, il bouge à peine. Et ce que j'aime bien, c'est la corrélation avec le son, mais je pense que tu l'as peut-être, mais que tu ne l'avais pas mis, parce que du coup, on voit sur quel type de phrase, si c'est des phrases déconstructives ou des occlusives, comment se bouge ce voile. Et ça, Dieu sait qu'à une époque, j'étais un peu contre cette nasofibroscopie parce que c'était avec des sondes qui étaient très grosses et finalement, c'était pas très physiologique d'avoir un enfant qu'on tient pour voir comment marche le voile. Mais c'est vrai que maintenant, avec des nasofibros de 2 mm, ça se passe tout bien. J'ai des enfants de 4 ans sans souci. Et donc là, avec un voile qui marche un peu. Alors, tu avales une dernière fois la salive et puis on va dire des phrases. Très bien. Très bien, parfait. Maintenant, tu peux dire papa est à la pêche. Papa est à la pêche. Très bien. Maman n'est pas bien grande. Maman n'est pas bien grande. Je bois la tasse de thé. Je bois la tasse de thé. Redis-moi une fois comme ça. Papa est à la pêche. Papa est à la pêche. La tasse de thé. Il est bas, ouais. Attention, je l'enlève. Tu es prêt? Il est probablement plus bas que toi. On va en discuter ça, ouais. L'intérêt de là, c'est ce qui me dit, effectivement, sur le plan anatomique, c'est que on a, l'ovale monte ou pas, on a des bonnes contractions latérales ou pas, il ferme en déglutition et en phonation, ou il ferme qu'en déglutition, il ferme pas en phonation, et on parlera après justement de l'indication anatomique, qu'est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on va trouver, quoi. Sur le choix justement de la technique et l'évaluation de la technique secondaire, et c'est un petit que j'avais récupéré. On y est là. Ne bouge plus s'il te plaît. Voilà. Alors, là, ne bouge plus s'il te plaît. Donc là, il y avait le truc qui avait été fait avant. Hein? Ne bouge pas ma belle. Ne bouge pas. Respire par le nez. Par le nez. Maintenant, est-ce que tu peux... Voilà, je voulais te demander d'avaler, c'est très bien. Est-ce que tu peux dire « Papa est parti à la pêche ». Papa est parti à la pêche. Voilà, un peu plus fort, Justine. « Papa est parti à la pêche ». Papa est parti à la pêche. Très bien. Je bois la tasse de thé. Je bois la tasse de thé. Maman n'est pas bien grande. Maman n'est pas bien grande. Maintenant, tu peux dire « Papa, papa, papa ». Papa. Ne bouge pas, hein. Ne bouge pas. Là, on pourra discuter après de ce que vous feriez en secondaire sur ce cas-là. Alors, après, une fois qu'ils ont vu l'orthophoniste, j'avais un petit problème métaphysique que je vous soumets, puis c'est bien parce que cette discussion d'aujourd'hui m'a beaucoup apporté. Quel type de pharyngoplastie on va proposer? Parce que c'est vrai que quand j'en fais, je ne fais que des orticochea, et c'est vrai que quand on a fait le mémoire, on était assez content des résultats. Ce qui fait que quand ces enfants viennent, j'ai plutôt tendance à proposer une technique qui, dans mes mains, va donner un résultat reproductible. Et quand Bruno Coulombeau, le phoniatre, dit « Vous inquiétez pas, elle n'a qu'une petite fuite, elle va vous faire une petite opération. » Et là, il a une grosse fuite, elle va faire une grosse opération. Moi, je les vois arriver, c'est compliqué de leur vendre un orticochea quand ils sont en 2B, c'est clair. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on compare des résultats effectivement de l'hypophilie, parce que éthiquement, ça me paraît compliqué de proposer quelque chose dont je ne suis pas 100% sûre du résultat, même si c'est jamais 100% en chirurgie, quoi. C'est clair. Bon, après, on refait tous nos examens, on ne va pas s'étendre là-dessus. Ce que j'aime bien sur l'orticochea, c'est qu'il suffit de leur faire ouvrir la bouche et de voir le montage, d'une part, et puis de leur faire dire « Ah ». Quand on voit ça, on pense qu'a priori, ça va plutôt... On le voit fonctionner, quoi. Voilà. Donc on a cette évaluation clinique. Alors un petit mot, ça tombe bien puisque ce matin on n'avait pas eu finalement l'IRM. C'est vrai que quand Marc Mitrofanov nous avait montré les explorations IRM de
ces voiles, je vous reprends, ça c'est uniquement sa communication, hein. Il avait donc montré 13 patients. Il y a quand même des grosses variations d'âge. Il avait pris un témoin adulte et dans l'IRM fonctionnel, donc il leur faisait prononcer des phrases à peu près standards, et puis il y avait plusieurs observateurs, dont des orthophonistes, qui évaluaient les résultats. Il mesurait 2 angles, l'angle voile palais et l'angle du genou du voile en contraction. Et puis il mesurait aussi les pourcentages de fermeture antérieure et postérieure. Donc ça, c'était le témoin, qui était donc un adulte, où on voit son voile au repos contre la langue et le voile levé et fermé quand il dit papa. Et pareil au repos, donc il mesurait la largeur du cavum au repos et la largeur du cavum en contraction. C'est vrai que ça donne une image assez intéressante parce qu'elle est vraiment dans tous les plans de l'espace. Alors après, il a comparé les enfants opérés de fente. Il avait fait rentrer des enfants, des petits. C'était aussi un petit peu la limite de l'examen parce que quand on rentre dans une IRM, ça fait beaucoup de bruit, c'est souvent un petit peu impressionnant. Donc il n'avait pas pu, d'ailleurs pour 2 enfants, faire l'examen où on voit donc le voile de l'enfant en contraction quand il dit papa, et on voit qu'il y a donc un gros gap rétrovélaire comparé à l'adulte. Alors c'est vrai que c'est peut-être un biais parce que on n'a pas du tout la même population. Et un autre cas où on voit aussi, j'aimerais bien qu'on en discute avec peut-être des anatomistes, mais on voit que la position du cou n'est pas du tout non plus la même et qu'en fonction de la position de l'enfant, on aura peut-être aussi une mobilité vélaire et une évaluation de la taille du cavum qui ne sera pas la même quand on est en extension complète ou quand on est en flexion complète, quoi. Donc il y a quand même pas mal de biais d'observation. Donc sa conclusion, c'était que c'était mieux que la nasofibroscopie parce que ça analysait dans tous les plans, que ce n'était pas irradiant. Je n'ai pas tellement parlé de vidéofluoroscopie, peut-être qu'on pourrait en parler un peu parce que j'ai l'impression, dans tout ce que j'ai pu lire, nous on n'en fait pas, qu'il n'y en a pas beaucoup dans les équipes nationales, alors que dans la littérature anglo-saxonne, c'est l'examen de référence. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que moi j'en ai pas du tout l'habitude. Donc effectivement, ce voile, il est analysé à la fois en statique, en dynamique et dans les 3 dimensions. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est peut-être justement de visualiser les transferts graisseux, parce qu'en façade, on voit très très bien où est le transfert. Par contre, limité évidemment par la coopération de l'enfant et par l'âge. Parce que finalement, à quel âge on va proposer une pharyngoplastie? C'est souvent avant le CP, donc c'est des enfants de moins de 6 ans, moins de 5 ans, et du coup, c'est peut-être des âges où c'est un peu compliqué de faire l'IRM, quoi. Il y a ce beau papier que je vous ai trouvé où effectivement ils ont comparé les préopératoires au repos et en phonation avant et après le transfert graisseux qu'on voit ici, et puis donc la largeur du cavum avant chirurgie, avant au repos, après en contraction et post-opératoire, repos et contraction. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un réel bénéfice d'avoir fait ce transfert qui peut être surveillé parce qu'après, voir aussi, on sait que c'est l'hypophilie, il y a quand même un taux de résorption qui est important dans les 6 premiers mois. Donc peut-être surveiller comme ça la résorption, c'est peut-être pas inintéressant. Voilà, ça c'est un papier qui montre, ça n'a pas à voir avec les explorations. Donc pour conclure, enfin finir sur ces explorations, moi c'est vrai que dans mon idéal, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, avec toutes ces explorations, savoir quel geste pour quel type de phonation. On en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a à la fois une intensité de déficit de phonation, de B, de M3, et puis un problème anatomique, où est-ce que ça bulle. En fait, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise, il faut que tu combles où ça bulle. S'il y a un déficit latéral, peut-être qu'on fera peut-être plus des orticochea. Si on a un déficit médian, peut-être plus des pédicules, ou peut-être plus un feeling. Mais je pense qu'avec toute la batterie d'examens qu'on a, on a peut-être un moyen d'affiner un peu nos pratiques. Alors, je vous remonte cet arbre qu'on a trouvé j'ai trouvé dans le papier de Geoffrey Marsh, que je trouve très bien, où il donne cet algorithme décisionnel en fonction de la taille et de la localisation du défect, enfin en tout cas du déficit volumétrique. Soit il les reprend en reprise intravélaire ou enfin en lambeaux, et avec la corrélation du type de fermeture dont a parlé Michel tout à l'heure. Sachant que j'ai trouvé une petite discordance, vous me direz ce que vous en pensez, entre ce tableau qui a l'air très précis et très exact et la conclusion de son article qui met que finalement, depuis ses 30 ans, il fait moins de prothèses, tant mieux, il fait de moins en moins de lambopharyngée, par contre il augmente les taux de pharyngoplastie et il fait plus du tout de lipofilling. Voilà. Donc c'est un tout petit peu discordant les deux, mais ça va à peu près dans
dans ce qu'on en a entendu à Chennai. Pardon, c'est marche, oui. C'est la conclusion de son article. Alors, puisqu'on était dans les explorations de l'insuffisance vélaire, il faut quand même qu'on dise un tout petit mot de l'IRM pour les préopératoires des pharyngoplasties. Il y a eu un papier donc, des radiologues sur cette anomalie de position de la carotide. Ils rapportaient 51 enfants et donc dans 6 cas, ils ont trouvé des anomalies de position trop internes de ces carotides qui, semble-t-il, représenteraient un risque de pharyngoplastie. Alors, je vous mets un gros point d'interrogation. Si vous trouvez ça, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on est quand même des chirurgiens, ça se voit, une carotide. On va pas non plus, on n'est pas des sauvages. Voilà. Ça se voit. Alors, ça se voit peut-être pas toujours aussi bien. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous la dépistez cliniquement ou radiologiquement, est-ce que vous considérez que c'est une contre-indication de cette pharyngoplastie, ce qui ne me semble pas être le cas puisque cet enfant venait pour une pharyngoplastie et qu'il l'a eu. Voilà, et le reste, c'est bon. On va passer un petit peu rapidement là-dessus. Pardon ? Tu veux dire pour la carotide ? Non, on ne les voit peut-être pas toutes. La question, c'est si tu la vois en IRM, est-ce que tu fais ou pas ta pharyngoplastie? Oui, est-ce que tu n'es pas prudent généralement? Non, mais voilà, c'est la question. Est-ce que dans les 10 Georges, qui fait systématiquement une IRM pré-pharyngo? Ah, bon, ça me rassure. Je me disais que je prenais des risques inconsidérés. Ben non, parce que là, je l'ai vu effectivement me taper en pérop, si tu veux. Donc, je ne l'ai pas réveillé pour faire l'IRM. Exact. D'où l'intérêt que ce soit le chirurgien qui fasse la nasofibro, parce qu'effectivement, là, c'est Bruno Coulombo qui l'a faite et il ne l'a pas cherché. Ouais. 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 Oui, donc tu le fais systématiquement. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, en conclusion, compte tenu des difficultés d'appréciation trop fiables à l'oreille, ça paraît logique de développer ces évaluations instrumentales qui me paraissent donc plus être des aides à la décision du type de chirurgie secondaire. Ce qui va être compliqué, et nous on va s'atteler à essayer d'être plus rigoureux, c'est d'avoir un maximum de ces explorations pré- et post-opératoires et surtout mixer de l'anatomique, donc nasofibro ou IRM et du fonctionnel EVA aérophonoscope. Voilà, je vous remercie.